9 entreprises sur 10 utilisent Scrum aujourd'hui. C'est le framework agile dominant. Pourtant, sur le terrain, c'est désastre. Développeurs épuisés, product owner à bout, pas d'impact réel. La vérité, vous avez transformé Scrum en usine à tickets. Un outil conçu pour l'expérimentation est devenu une machine à reporting. Vous ne produisez même plus l'incrément utilisable à la fin de vos sprints. Pour décrypter ce problème, j'ai interviewé Jean-Christophe Pagès, coach agile depuis 20 ans et professionnel comme trainer certifié. Jean-Christophe a déjà accompagné plus de 50 équipes. Sa particularité, il accompagne les transformations agiles bien au-delà d'IT, dans les RH, les fonctions support sur des produits non numériques. Dans cet échange, vous découvrirez les 2 symptômes qui prouvent que nous ne faites pas vraiment du Scrum. Pourquoi les développeurs détestent les événements Scrum, la pratique toxique qui tue Scrum dans 90% des équipes, et comment passer d'une feature factory à une équipe qui crée de la valeur. Et comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder l'interview complète, nous avons préparé un guide résumé de cet échange. Le lien est en description. C'est parti. Jean-Christophe, si tu devais qualifier sur 10 entreprises que tu accompagnes, combien tu penses qu'elles font du Scrum, mais elles n'en font pas réellement? Je dirais entre 8 et 9 sur 10. Ok, oui, d'accord. Honnêtement. Ok. Et c'est quoi les symptômes les plus récurrents que tu vois, que tu observes justement dans ces entreprises qui font pas réellement du Scrum? Il y en a 2 principaux, je dirais. Le premier, déjà, il y a rarement un incrément qui est prêt à la fin d'un sprint, un incrément qui est done, qui est inspectable, sur lequel on peut récupérer du feedback et puis prendre des décisions importantes. Je dirais aussi le deuxième symptôme, ça serait l'absence d'objectifs de sprint. Ou alors les multiples objectifs de sprint, ou alors l'objectif de sprint pour faire plaisir au Scrum Master qu'on déduit à partir d'un lot d'items qu'on a sélectionné. Le grand classique. Et ça, c'est non. Et ces symptômes, c'est ce qui amène un petit peu ce sentiment de ça marche pas? C'est principalement oui, parce que ça marche pas, c'est souvent un ras-le-bol des développeurs qui en ont marre d'être dans la roue de hamster, en mode feature factory, où on leur pousse des items, faut dépiler. C'est pas du tout le but de Scrum, en fait. Et le but, c'est justement se mettre dans une démarche d'expérimentation et se dire qu'on ne connaît pas tout. On a une vision pour notre produit, on a des objectifs à atteindre et en fait, on va expérimenter. On va développer, on va limiter le risque à des intervalles très courts qui sont souvent le sprint ou souvent l'intervalle entre 2 événements. On limite le risque comme ça, et puis on expérimente, on teste des choses, on inspecte, on adapte, on ajuste, alors que la plupart du temps, tu vois quoi? Un grand cahier des charges qui est défini à l'avance, waterfall, découpé en sprint, on vous pousse les items, pas de place pour l'adaptation. De toute façon, c'est très bien ce qu'on veut à l'avance. Spoiler non, dans un marché, un environnement complexe, on ne sait pas tout ce qu'on veut mettre en place à l'avance. Et ce qui était vrai... Et ça, c'était vrai au début de Scrum, parce que Scrum, ça n'a pas été inventé hier matin. Bah oui. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça l'est encore plus vrai. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est capable de dire le marché va pas bouger dans un mois, et puis je peux partir en effet tunnel pendant 6 mois pour développer mon application. Il prend des risques quand même. Ouais, il prend quand même des risques énormes. Après, il y a aussi l'effet de mode de se dire, tiens, il y a d'autres équipes qui sont en Scrum, il y a les concurrents qui sont en Scrum, tiens, l'agile, mais pourquoi pas nous? Faisons-le. Sauf que appliquer un cadre, appliquer une culture en mode cargo cult, en se disant, tiens, il y a juste à copier ce que font les autres, sans rien changer, sans remettre en question les modes de management, sans remettre en question la culture, le fait de laisser le droit à l'erreur, de laisser les équipes s'auto-gérer, de laisser finalement aux équipes le pouvoir de décision, celles qui sont les plus proches du client, si on remet pas juste ces choses fondamentales en question et qu'on n'est pas prêt à se remettre en question, voire même de faire preuve de transparence sur nos problèmes pour s'adapter, ça peut pas marcher. Et pourtant, c'est ce qu'on voit pas mal et de plus en plus, puisque de plus en plus d'organisations adoptent maintenant des démarches agiles, des approches agiles. Ce sentiment négatif qui peut arriver des développeurs, de l'équipe de développement, est-ce que ça vient aussi du reste de l'équipe, en dehors de l'équipe? Est-ce que le management a une vision négative de Scrum? Est-ce que le business a une vision négative de Scrum? Est-ce que tu t'en penses quoi, toi? Absolument, absolument. Alors ça peut être, tu peux avoir
on va dire les deux côtés. Tu peux avoir du business ou du management qui est plutôt heureux parce que il voit que tiens, maintenant on arrive à pousser les équipes, à leur dire voilà, faut faire ci, faut faire ça. On sait que dans les sprints, faut en rentrer le maximum. Mais de l'autre côté, des managers qui vont être un petit peu plus à l'écoute, un petit peu plus ouverts, ils vont peut-être avoir des plaintes de leurs développeurs qui vont dire on n'en peut plus, on tire la langue, il y a des burn-out. Et puis l'autre côté, c'est aussi que Scrum crée beaucoup de transparence sur nos artefacts, notre travail en cours, nos progrès, nos dérives, nos problèmes. Donc, ça soulève le tapis. Ça montre la poussière qu'il y a sous le tapis. Ça montre d'éventuelles dérives, des façons de travailler, des techniques de travail, du management, des choses qui ont peut-être perduré pendant des années. Et là, c'est juste en train de montrer un peu l'envers du décor et de le mettre sur la table. Et qu'est-ce qu'on entend? Scrum, c'est pourri depuis qu'on l'a mis en place, on n'a que des problèmes. Non, Scrum n'a fait que révéler vos problèmes pour vous permettre, grâce à des opportunités d'inspection et d'adaptation qui sont soutenues par les événements, de pouvoir inspecter, adapter. Mais si vous n'avez pas le courage de le faire, c'est pas pour vous. Est-ce que tu as un cas concret d'une équipe qui était en souffrance? Est-ce que c'est des choses que tu as vues sur le terrain? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passait au quotidien et peut-être à la limite peut-être les premiers éléments de déblocage qui auraient pu être mis en œuvre, que tu as pu mettre en œuvre? Ouais, tout à fait. Écoute, on va prendre le cas hyper classique. Il y a tellement d'équipes où il y a eu des cas un petit peu tordus, un petit peu différents, mais on prend vraiment le cas classique de l'équipe pour laquelle on va dire que le PO se prend pour un chef de projet, pousse vraiment le travail aux développeurs. Pendant le sprint planning, c'est de toute façon, il va falloir travailler là-dessus. Vous n'avez pas le choix. Les gars, vous pouvez quand même en prendre plus. Si, prenez-en plus. Allez, prenez-en plus, blindez. On charge au maximum le sprint. On charge au max, on y va à l'appel, on tasse un petit peu avec le bulldozer. La technique de si j'en demande plus, les développeurs, ils vont en faire plus parce qu'en fait, si j'en demande moins, c'est tous des fainéants. Exactement. Et puis on se dit, plus j'en donne, plus ils vont paralléliser le travail, et plus ils vont paralléliser, plus ils vont finir vite. Ouais, la technique de si je mets 50 développeurs, ça ira plus vite. Ouais, 50 développeurs, ça ira plus vite. Ou alors on lance 50 items à la fois. C'est plus facile après d'aller voir le management en reporting et de dire on a lancé 50 items, c'est génial. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui se termine. Mais au moins, il y a du travail en cours. Tout le monde est 100% occupé. Ça, tu vois, c'est la dérive. Voilà, c'est souvent la dérive qu'on voit. On cherche du 100% d'occupation des gens, alors que il faut laisser la place et l'espace à la créativité. Il faut laisser la place. C'est des travailleurs du savoir. D'accord? Les développeurs sont des travailleurs du savoir. Il faut leur laisser la place pour réfléchir, pour penser des solutions, concevoir des solutions, faire preuve de créativité. Et là, juste pousser du travail pour faire du 100% occupé, ça va conduire à quoi déjà? Ça va conduire à des individualités, parce que déjà, t'as pas d'objectif. Chacun va travailler sur son item. S'il y a un besoin d'un coup de main, j'ai pas le temps, puisqu'on va surveiller que je sois bien occupé sur mes tâches et que mes tâches avancent. Qu'est-ce qui se passe? Tout est lancé en même temps. Les développeurs s'éparpillent, ils vont sur une tâche, puis ils lancent une autre, puisqu'on leur a demandé de absolument tout finir d'ici la fin du sprint. Quand il y a de l'éparpillement, il y a des bugs qui se créent, parce que le contexte switching dans la tête, tu vois, sur un item, un autre, voilà, bref. C'est contre-productif aussi. C'est hyper contre-productif. Donc du coup, les symptômes, c'est en revue de sprint, j'ai la moitié du backlog qui est pas terminé. Voilà. Du backlog du sprint. Oui. J'ai on montre des choses qui sont pas donnes aussi aux parties prenantes parce qu'on veut pas se taper la honte. On n'ose pas dire, y a des choses qu'on n'a pas terminées, tant pis pour nous, on va peut-être s'améliorer, faire mieux les prochaines fois. Non, on présente des trucs pas donnes. Mais le problème, c'est que là, tu arrives avec un incrément qui n'est pas transparent. Donc, on va prendre des décisions basées sur un incrément qui est pas correct. Si les parties prenantes te disent, c'est génial ce que vous nous montrez, ça part en prod maintenant, et que là, tu as les devs qui commencent à dire, alors c'est pas testé, c'est pas vraiment terminé, tu casses la confiance. Tu vois, tu viens de transgresser les valeurs de Scrum, tu viens de transgresser beaucoup de choses dans le cadre Scrum, ce qui fait qu'au final, tu casses la confiance avec tes parties prenantes. Là où tu voulais créer de la confiance en essayant de leur faire plaisir, en terminant tous tes items, ça peut pas marcher. Finalement, ces équipes-là mettent plus en avant la quantité que la qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de la valeur, de l'impact, des choses qui apportent du gain aux utilisateurs.
Et qu'est-ce qu'on veut de l'autre côté, encore dans l'ancien monde, c'est occuper les gens. Occuper les gens sur des choses qui n'ont peut-être pas toujours du sens. Voilà, tant que les 50 items sont finis. Allez, sur les 50 qui vont sortir, tu vas en avoir peut-être 5 ou 10 qui vont être vraiment utiles, et les 40 autres, ils vont augmenter le coût de ton produit. Parce qu'ils vont pas être très utilisé par tes utilisateurs, ça va coûter cher à maintenir. Ça crée de la dette produit. Du TCO, le Total Cost of Ownership. Voilà, donc ça a un impact sur ton ROI au final. Et dans les autres symptômes, on a aussi le fait de l'absence d'objectif de sprint. Oui, tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, chacun est sur sa user story parce qu'il doit dépiler ses user stories qui lui sont assignées, alors que personne n'essaie de co-construire ensemble comment on amène la bonne solution par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé. Exactement. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant, l'objectif de sprint qui permet justement de rester focus, rester cohérent tous ensemble en tant que one team, en tant qu'équipe, justement sur un objectif, et ne prendre que les items qui répondent à l'objectif de sprint en temps 1, atteindre l'objectif ensemble, travailler ensemble sur les items tous les jours au quotidien. Le Daily Scrum sert notamment à ça, à se dire comment on progresse vers l'objectif de sprint, comment est-ce qu'on peut mieux travailler en équipe pour atteindre l'objectif. Ça évite les Daily Scrum reporting avec 3 questions et tout. Et là, on pitié, retombe... terminé. Voilà. Tu vois. Et avec les Daily Scrum où on a les 3 questions sur les 50 items qui sont ouverts en même temps, donc des Daily Scrum qui durent super longtemps au final, qui sont insupportables. Et donc après... et des devs qui veulent plus y aller d'ailleurs. Moi, si c'est pour raconter ce que j'ai fait et tout, c'est bon. Oui, puis surtout, tu dois raconter ce que tu as fait et tu dois justifier ce que tu as fait sur les 14 trucs qui sont ouverts. Ouais, exactement. Et donc, naturellement, tout ça amène un certain ras-le-bol, une certaine difficulté. En plus de ça, il peut y avoir d'autres pratiques qu'on croit être du Scrum, mais qui ne sont pas du Scrum et qui viennent s'empiler par-dessus ça. J'allais t'en parler. Je t'aurais dit un 3e symptôme, c'est les pratiques complémentaires toxiques. Tu vois, Scrum, c'est très très simple. Si tu relis le Scrum Guide, tu verras, il y a très 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 peu de choses qui viennent soutenir finalement le principe empirique de base qui est transparence, inspection, adaptation. Il y a des gens qui ont récupéré des pratiques des anciennes méthodes projet qui sont venus justement les rajouter à Scrum. Ça s'est transmis de génération en génération via des formations plus ou moins sérieuses. Et maintenant, tu te retrouves avec énormément de Scrum Masters, énormément d'équipes qui mettent en place des trucs toxiques en disant c'est du Scrum. Il faut faire des estimations. Il faut suivre une vélocité. Il faut répondre à 3 questions. Il faut écrire des user stories. Il faut des sprints qui durent toujours le même nombre de jours. Quoi qu'il arrive, c'est toujours 2 semaines. Hein. C'est toujours 2 semaines. On sortira jamais de ça. C'est impossible de faire autre chose que 2 semaines. C'est écrit dans Scrum. Mais les gars, ouvrez le Scrum Guide, lisez-le. Mais ça, c'est des beaux débats quand même qu'on peut avoir dans les entreprises. Exactement. Enfin, tu le vois tout de suite. Moi, j'arrive, le premier truc, c'est OK, racontez-moi un petit peu un sprint, comment ça se passe et tout. OK, dès que ça commence à parler, la vélocité, les machins, les trucs, je fais aïe. Bon, alors là, c'est sûr, c'est une équipe qui a pas tout compris, quoi. Bon, comment on en arrive là? On a un peu raconté. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui fait qu'on arrive à ce constat-là? Ouais, alors tu peux avoir effectivement le fait d'avoir des Scrum Masters mal formés, malgré eux, hein, tu vois, souvent... Oui, parce que c'est les chefs de projet, on leur a dit, maintenant t'es Scrum Master. C'est ça. Voilà. Et ils ont appris des choses via des formations qui ne sont pas officielles, qui leur ont appris des tas de choses toxiques. C'est pour ça, je vous dis honnêtement, sans faire de pub, passer par des professional Scrum trainers de Scrum.org, que ce soit moi ou d'autres, je m'en fiche, mais ayez vraiment une vraie formation carrée. Ça fait penser à... C'est important. Une vidéo 2 des copains de Scrum Life qui prenaient des vidéos qui expliquaient Scrum sur YouTube au hasard. Aïe. Et puis ils regardaient. La cata, quoi. Et il y a des trucs de fous furieux. Enfin, faut être hyper attentif à comment on se forme aussi. Parce que l'auto-formation est très bien, mais tu peux, on dit de tout et de rien sur Scrum. D'ailleurs, c'est un peu le sujet du jour, d'essayer de débunker certaines choses et d'essayer de ramener un peu du... normalement, toi, t'es formateur, t'es certifié. Officiel. Scrum.org, et puis, tout ce qu'on va dire, il suffit d'ouvrir le Scrum Guide et on va voir le lien, quoi. C'est ça, exactement. Après, le Scrum Guide, il faut le comprendre. C'est pour ça que je propose aussi des approches où on se pose ensemble 2-3 heures, on lit le Scrum Guide, je l'explique, je le lis entre les lignes, j'explique les liens de cause à effet. Pourquoi c'est si dur à comprendre? Il fait 10 pages. Pourquoi
Il fait 10 pages, mais parce que aujourd'hui, on conçoit pas que quelque chose qui fait 10 pages soit aussi complet. Et c'est là justement tout le problème, c'est qu'on se dit, il y a des gens qui ont encore en tête, Scrum c'est une méthode. Non, une méthode, c'est un processus qui va t'expliquer pas à pas les étapes qu'il va falloir faire pour arriver toujours à un résultat qui va fonctionner, etc., etc. Scrum, il est naturellement adapté à ton contexte puisqu'il va poser un cadre, il va poser un cadre empirique. À partir de ce moment-là, il va falloir que tu utilises tes propres pratiques derrière. Il va falloir que tu mettes tout ça autour de ton équipe, tout en respectant les prescriptions de Scrum. Et ça requiert du courage, tu vois. Et la deuxième chose là dont tu parlais tout à l'heure, c'est pourquoi aussi ça peut échouer, c'est que derrière tu peux aussi avoir, on en a parlé, le management ou les organisations qui te mettent des coups de pression, qui disent non, on a besoin de prouver que vous êtes 100% occupé, on a besoin de ci ou ça. Et donc, il y a des Scrum Masters qui vont pas oser dire non, parce que tu sais, tu tiens un peu à ta place, surtout en ce moment où le contexte est un petit peu difficile. Tu dis bon, oui, d'accord, je vais traquer l'équipe, je vais faire du reporting, je vais leur mettre la pression, je tiens à mon poste. Après, voilà, il y a un pas qui peut être malheureux entre des questions d'éthique et bref. Jusqu'à présent, j'ai pas franchi le pas, je ne pense pas le franchir un jour, mais faut savoir dire non. Et puis, il y a aussi le fait, tu sais, on en a parlé, tu soulèves le tapis en Scrum, on rend beaucoup de choses transparentes. Et oui. Il y en a qui vont dire, tu refermes le tapis. Oui. Tu le refermes. C'est vos reviews, là, non, pas besoin de feedback, on sait ce qu'on fait. Vos rétros, mais vous voulez améliorer quoi? Notre processus, il est très bien. Restez à votre place à l'équipe, restez à votre place. Voilà. Les obstacles organisationnels, personne n'a le courage de s'y attaquer parce que les processus sont tellement gros, surtout dans les grands groupes. Oui. Ça fait peur. Et donc, voilà. Voilà comment on en arrive là. On a parlé de tout ce qui peut mal se passer, ou tout ce qui se passe mal, si ça vous rappelle une histoire, désolé. Vous risquez d'avoir un ou deux éléments dans votre organisation et on va aller vers des solutions sur donner quelques conseils, etc., quelques astuces ou peut-être des éléments pour pouvoir débloquer un petit peu la situation, sachant que tout se fait pas en un jour et après il faut accepter de la petite amélioration, pas petite amélioration dans le temps. Et sur un temps long, ça peut faire des étincelles. Bien sûr. Mais avant de parler de tout ça, je voulais revenir un peu sur Scrum en tant que framework. Pourquoi ça reste un bon framework bien adapté pour créer des produits numériques? Deux choses. La première, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, on est dans un monde complexe, on est dans bien souvent, on va pas se le cacher, 80-90% des produits dans lesquels on va utiliser Scrum, c'est dans le monde du software. Software, faut pas se leurrer, on est dans du domaine complexe. Il va falloir donc avancer avec une notion de risque qu'il va falloir limiter. Il va falloir qu'on expérimente sur certaines choses parce que dans la tech, dans le software, souvent on se contente pas juste de copier ce que font les concurrents. Il faut prendre une longueur d'avance. On veut préempter un marché. On veut peut-être aussi lancer une start-up ou justement aller sur des endroits où les concurrents n'ont pas encore été. Donc à un moment, il faut aller le découvrir. Et le découvrir comment ? Rien de plus logique que d'aller voir les clients, les observer les utilisateurs, les écouter, etc., etc. Voir un petit peu où sont les pain points, les irritants, les besoins. À partir de là, essayer de construire une proposition de valeur, une vision pour un produit. Et puis après, tu commences à dérouler. Et puis à un moment, faut limiter le risque d'aller te planter. Donc il va falloir peut-être montrer des choses, récupérer du feedback, voir si c'est bon. Donc Scrum pour ça est plutôt bon. Est plutôt bon puisqu'il va nous permettre justement de créer ces boucles de feedback récurrentes. Donc ça, c'est très bien pour ça. La deuxième chose, c'est qu'il est ultra léger. Il y a très peu d'éléments prescrits. Il y a des événements, il y a des artefacts, il y a des imputabilités, il y a des commitments. Basta. Et il y a quand même des équipes qui disent cet événement, non, on va pas le faire, ou alors on va pas faire la fréquence qui est prescrite. Pourquoi, à ton avis? Parce que de l'autre côté, c'est pourquoi on aura un daily tous les jours pour raconter notre vie et faire du reporting? Oui, je comprends. On revient dans ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, tu reviens à l'objectif de sprint tous les jours. Tu regardes si tu es toujours bien emmanché par rapport à l'objectif de sprint. Si tu dérives, tu perds une journée au pire des cas. Mais on s'en parle tous les jours. Ça a du sens à partir du moment où tu suis les éléments prescrits, un objectif, une vision, etc., etc. Tout est vraiment hyper bien construit. Tout a un lien de cause à effet.
Si tu touches à un artefact, forcément, il y a des événements qui vont plus servir à grand chose. Si tu touches à un événement, ça va avoir un impact sur autre chose. Et tout ça, ça a des conséquences. Et c'est justement ce qu'on explique vraiment dans les formations ou dans les petits accompagnements, dans les mentorings que je peux donner. Et là, souvent, tu sais, ça éclaire à la hausse. Et ouais, je l'avais jamais vu comme ça. Moi, Scrum, j'avais jamais vu. Moi, j'aime bien dire qu'il y a des effets qui se coulent. C'est-à-dire, en fait, il y a des éléments qui viennent renforcer d'autres éléments, qui créent l'effet qu'on essaie d'avoir. Oui. Mais si tu l'enlèves, tu te rends pas compte qu'il y a un élément complexe, complémentaire, distant, que tu gagnes pas, et t'as pas cet effet qui se coule. Et c'est là où tu dis, en fait, ça apporte pas grand-chose, parce que tu vois pas l'effet qui se coule. Mais si tu amènes la rigueur pour justement tout faire correctement, tout se renforce et t'as ces effets qui se coulent qui viennent se mettre en œuvre, ces mots compte double qui font que t'as beaucoup plus de valeur que les éléments pris individuellement. Bien sûr. Tu vois, regarde, tu peux dérouler comme tu le faisais, tu pars d'un bon commitment, un objectif produit, un objectif de sprint, ça va t'aider à créer des bons artefacts que tu vas justement déduire de ces commitments. Un bon artefact, ça va permettre après de pouvoir te créer des opportunités d'inspection, d'adaptation pour voir s'il n'y a pas des dérives par rapport à ça. Opportunités d'inspection, d'adaptation, les événements. Il y a des imputabilités dans l'équipe qui vont justement soutenir cette transparence, inspection, adaptation, qui vont venir prendre les bonnes décisions. Et finalement, tout se met en musique, quoi. Quand tu as vraiment compris comment ça fonctionnait, quand tu arrives à mettre ça en place dans des équipes, c'est incroyable. Et honnêtement, c'est pas du purisme ou des choses comme ça, comme on peut l'entendre, ou du dogmatisme. C'est juste, il y a tellement peu d'éléments à respecter. Mettez vos pratiques complémentaires autour, hein, sans aucun problème. N'en abusez pas. Attention à pas mettre des pratiques toxiques. Mais si vous respectez juste les fondamentaux, vous allez voir que les équipes vont se créer leur façon de travailler, leurs pratiques. Il n'y a pas besoin de dire « j'adapte Scrum ». Il n'y a rien à adapter. C'est tellement tout petit, tout léger que vous avez juste peut-être à rajouter des choses au sein du cadre sans en faire trop. Tu parles beaucoup d'objectifs de sprint. Et je parle beaucoup tout court. Bon, c'est un peu le but. Hein. On est là un peu pour ça. Oui, quand même. Moi, j'aime beaucoup le fait que tu parles beaucoup d'objectifs de sprint parce que j'ai l'impression que c'est un défaut qui est assez universel. Enfin, on le voit beaucoup. C'est très dur d'expliquer que faisons les choses dans l'ordre. On définit d'abord l'objectif et après on définit qu'est-ce qu'on va prendre pour atteindre cet objectif de sprint pendant qu'on fait la planification du sprint. Pourquoi c'est si important l'objectif de sprint? En fait, ton objectif de sprint, il va créer du why. Tu connais Simon Sinek, le Start with Why. Je vais pas refaire toute la musique. Ça permet justement de donner un objectif commun. Il faut pas oublier que Scrum, c'est du travail d'équipe. Scrum est conçu justement pour favoriser l'intelligence collective et donner justement un cadre pour que l'équipe puisse trouver ses solutions au sein du cadre. Exact. On est d'accord qu'une équipe est une équipe à partir du moment où on a un groupe de personnes qui travaillent ensemble autour d'un objectif. S'il n'y a pas d'objectif, on n'a pas une équipe. On a juste un groupe d'individus qui vont travailler dans leur coin. Ce qu'on voit dans beaucoup d'équipes Scrum, entre guillemets, parce que c'est même pas du Scrum. Malheureusement, on voit des groupes de personnes, voilà, qui travaillent un peu chacun dans leur coin. L'objectif va te donner un why, un pourquoi. Il va nous permettre justement de nous réunir ensemble et de se dire, tous ensemble, comment on peut travailler pour atteindre cet objectif au sein du sprint. Et après, ça va nous permettre justement de pouvoir articuler notre travail et nos relations et notre intelligence collective pendant le sprint. De dire qui veut travailler avec qui sur quoi, puisque c'est notre fierté. Nous, on veut atteindre l'objectif de sprint. Quand tu atteins l'objectif de sprint, l'équipe, elle est tellement fière de se dire on a atteint un objectif. On est ravis de venir en sprint review et de dire à nos parties prenantes, voici notre objectif qui était de, je sais pas, charger une page en moins de 5 secondes. On l'a fait. Notre page charge désormais en moins d'1 seconde. Tu ramènes le sens d'impact. Tu ramènes du sens et de l'impact, effectivement. La notion d'outcome. C'est tout à fait ça. C'est, en fait, pourquoi on nous paye si chèrement pendant ce sprint? Le why, c'est pour livrer une certaine valeur. C'est pas pour dépiler des items. Et qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à notre utilisateur?
Bah justement, l'équipe va le définir ensemble. Le PO peut apporter un input en disant, tiens, vous vous rappelez, on a discuté pendant la sprint review avec les parties prenantes que effectivement là on vient de finir toute la partie visualisation de la facturation pour nos clients. Maintenant un truc de dingue, là une fonctionnalité qui résoudrait tellement de problèmes, c'est que notre utilisateur puisse, je sais pas, qu'il puisse enfin modifier une facture. Super. Donc l'équipe, on va définir un objectif de sprint ensemble qui tienne dans le sprint. Moi j'aime bien dire qu'on l'atteigne à peu près à mi-sprint, maximum 2/3 de sprint. Voilà, comme ça. D'accord. Voilà. Et puis, l'équipe, justement, va dire qu'est-ce qui est faisable. L'utilisateur peut désormais modifier une facture depuis nanana, et puis voilà, il se fait son objectif de sprint. Les développeurs ont participé activement à le créer, ce qui fait qu'ils vont être engagés dedans, ils vont être engagés dans leur objectif de sprint, parce qu'on voit aussi des équipes avec un objectif de sprint, mais avec un PO qui l'a poussé. Ça marche pas, ça. Les développeurs, ils participent à créer l'objectif de sprint, sinon ils ne sont pas engagés. Nous allons revenir au podcast dans quelques secondes, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes capable de mesurer la performance de vos projets IT? Si la réponse est non, vous perdez sûrement déjà du temps et de l'argent. Ce podcast vous est présenté par Exfabrica, une ESN qui aide les directions métiers et IT à exiger du ROI dans leurs projets. Chez Exfabrica, nous traitons 2 problèmes majeurs, le manque de performance et le manque d'engagement sur vos projets de développement. Trop souvent synonyme de retard et de dépassement de budget. Comment? En mobilisant une équipe de développement qui s'engage sur le résultat et la performance et en appliquant une méthode éprouvée pour tous vos projets de développement, modernisation et architecture, expérience développeur ou encore cadrage projet. Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous en suivant le premier lien en description et retrouvez-moi à la fin de cet épisode pour en savoir plus sur notre offre. Allez, on y retourne. Parlons un peu des événements. Scrum, pour toi, c'est lequel le plus important? Bon, ils sont tous importants, on est d'accord, mais lequel tu penses qu'il est le plus négligé? Non, je vais quand même répondre à ta question, lequel est le plus important. Je vais pas me faire des amis, puisqu'on va dire, le gars, il est PST, il va dire qu'il y a un événement plus important que les autres. Il n'y a pas d'événement plus important que les autres. Vous excitez pas. Pour toi, mais pour moi, comme on disait tout à l'heure, le but, justement, d'un sprint, effectivement, c'est atteindre l'objectif de sprint, mais c'est surtout créer un incrément. Pourquoi faire? Cet incrément de produit va permettre de savoir si on travaille dans la bonne direction, si on dépense notre argent de la meilleure des façons. On va le voir comment? Grâce à un incrément qui va justement montrer une partie de notre produit et qui va pouvoir être inspecté par des parties prenantes clés, par des utilisateurs, par l'équipe. Et le fait de l'inspecter, on va pouvoir avoir du feedback pour voir si on n'a pas, pendant ce sprint, dépensé notre argent pour rien et si on a rajouté vraiment une brique essentielle à notre produit qui va vraiment rajouter un max de valeur et répondre peut-être à des pain points ou quoi. Donc, la sprint review serait pour moi l'événement majeur de Scrum. Vraiment. Puisque si vous n'avez pas de sprint review, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que vous développez un produit, vous n'êtes pas là pour occuper des gens, vous développez un produit. L'événement principal pour voir si vous avancez dans la bonne direction avec votre produit et pouvoir ajuster votre produit, c'est la sprint review. D'accord. C'est le nerf de la guerre. Parlons de la sprint review. Souvent, elle peut être ennuyeuse. La sprint review. Très ennuyeuse. Voilà. Et on peut lasser un peu les parties prenantes qui viennent à la sprint review, qui viennent plus dans le temps et du coup, on montre pas cet incrément, on n'a pas le feedback sur cet incrément qui est hyper nécessaire. On n'est pas capable d'adapter le backlog par rapport à ce feedback qu'on récupère. Est-ce que tu as des conseils pour que ce soit plus sympa, plus mémorable et avoir plus d'engagement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aimerais bien que mes prochaines sprint reviews soient plus chaleureuses, plus mémorables, plus actives. Qu'est-ce que je peux faire? Ok. Ce qu'on va chercher, effectivement, c'est l'intérêt des parties prenantes clés, l'intérêt des utilisateurs. Il faut pas qu'on les perde. C'est important d'avoir les feedbacks. Déjà, comme on disait, le plus important, c'est de rattacher au why. Donc déjà, peut-être dans un premier temps, de rappeler, voilà, notre objectif de sprint, c'était un tel. Cet objectif, on l'a largement atteint. C'était je te donnais un exemple tout à l'heure, que notre page désormais charge en moins de 5 secondes au lieu de 3 minutes, comme histoire vraie. Hein. Ah d'accord, okay. Voilà. Je trouvais ça déjà limite long, 5 secondes. Que je pense c'est quoi cet exemple? C'était un outil de facturation horrible où il y a une page de facturation qui mettait 5 minutes, montre en main pour charger. Les administrateurs mettaient
Tous les matins, ils allaient chercher leur café, ils en pouvaient plus. C'était un irritant majeur. Et on s'est dit, il va falloir que dans un sprint, très rapidement, on arrive à faire charger cette page en moins de 5 secondes. Et effectivement, objectif atteint, on l'a chargé en moins d'1 seconde, les administrateurs étaient ravis. Voilà. Au moins, tu vois, t'arrives, tu le rattaches à du why, à un irritant, tu dis voilà, vous aviez tel pain point, ou l'utilisateur avait tel pain point, on a réussi à le résoudre. Parce qu'il faut pas oublier quand même que l'IT est là pour résoudre des problèmes. Exactement. Et là, tu fais le lien sur un problème fort qu'ont des utilisateurs, donc ouais, je comprends parfaitement. Hein. Ouais, exactement. Et je vais pas me faire des amis. Des fois, je me fais pas des amis, mais moi, j'y crois personnellement. La tech est au service du produit et pas l'inverse. Souvent, dans des boîtes tech, c'est la tech avec la couronne sur la tête et limite le produit demande des choses, tu déranges quoi. Non, faut pas oublier que la tech, faut pas oublier, on est des bons, on est des experts, mais on reste au service du produit. Ouais. Ça, faut pas l'oublier. Ouais. Ça, c'est le premier point. Effectivement, rattaché au gain, au why, etc., cool. etc. Ouais. Pour choper du feedback, on peut faire des trucs un petit peu plus sympas. Tu vois, on peut poser des questions genre, si l'incrément était un produit Amazon, vous lui donneriez combien d'étoiles sur 5? Et quels commentaires vous laisseriez? D'accord. Ah ouais, rigolo. On peut aussi parler un peu du produit en cours. Tiens, si on devait changer des choses sur le produit là qui est en prod, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous aimez le moins? Quelles fonctionnalités vous retireriez et pourquoi? Tu vois, on peut commencer à poser des questions comme ça. Moi, j'aime bien aussi puisque review, malheureusement, c'est souvent synonyme de démo. Ouais. Pitié, arrêtez d'utiliser le mot démo. Ouais, c'est pas une démonstration. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de présenter ou démontrer quoi que ce soit. On peut parler des gains, des résultats qu'on a obtenus pendant le sprint, parce qu'on peut pousser en prod des incréments pendant le sprint. On peut parler des résultats. Tiens, parlons-en. Les indicateurs sur le marché, le produit qui est en prod, les résultats qu'on est en train d'obtenir. Est-ce que la concurrence est en train de bouger un petit peu sur le marché? Est-ce que notre produit a gagné des parts de marché? On a fait des hypothèses sur notre produit. On estimait que en mettant cette fonctionnalité en place, on a fait l'hypothèse que ça nous rapporterait 20% de trafic en plus. On l'a livré il y a 2 mois. On en est où maintenant? Discutons-en en sprint review. Ça sert à ça. Des chiffres, ils vont être tellement heureux, les stakeholders, de pouvoir en parler, d'avoir des chiffres concrets et d'en discuter. Et finalement, de se dire par rapport à notre vision ou notre objectif de produit, comment est-ce qu'on progresse? On a des résultats tangibles maintenant, puisque notre produit est sur le marché, on étudie, et ça peut aussi permettre de pouvoir ajuster la suite de ce qu'on va faire. Il y a plein de tips comme ça qu'on peut utiliser. Bien évidemment, il faut laisser la place aux devs, parce que moi je vois des... C'est ce que j'allais te demander. Je vois des reviews, c'est le PO qui fait tout. Non, c'est leur fierté, ils ont atteint l'objectif. Comment on fait en sorte que les devs soient un peu dans l'action, dans justement montrer des choses ou parler ou échanger est dynamique? C'est comment on passe en fait, je comprends bien, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un monde, un chemin long entre aujourd'hui on passe juste user story après user story, l'une après l'autre, et on montre souvent avec un discours très technique d'ailleurs. Ouais. On explique techniquement ce qu'on a mis en place. De temps en temps, on montre même du code à des stakeholders, ce qui peut être très dur. Très énervant, ouais. même pour le Scrum Master qui voit ça, peut-être, ouais, exactement. Comment on passe de ça? C'est quoi déjà la première étape? Comment on peut déjà changer un petit quelque chose qui fait que déjà ça se passe un peu mieux? La première chose, ça serait déjà de parler du gain concret. C'est beaucoup plus facile quand on a un objectif de sprint, je reviens dessus, mais encore une fois, au lieu de dépiler des stories du code machin, honnêtement, c'est de la pédagogie. Déjà auprès des équipes, c'est pitié. Montrez pas de code, arrêtez de parler tech. Dites-vous qu'en face, vous avez des enfants de 5 ans qui ne savent pas ce que c'est que la tech. Dites-leur juste, nous, ce qu'on a fait, quel gain ça va avoir pour l'utilisateur au final? Qu'est-ce que ça va changer dans son quotidien? Qu'est-ce qu'il va avoir de plus? Ou qu'est-ce qu'il va avoir de moins, peut-être comme problème. Parlons déjà de ça. Alors souvent, au début, c'est le PO qui va le faire. Il va dire, bon, voilà, notre objectif de sprint, c'était ça. Mais maintenant, l'utilisateur peut désormais faire ça, ce qui fait que ça va lui faire économiser beaucoup de temps à terme. On peut vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Mettez-vous à la place de l'utilisateur et même mieux, vous pouvez prendre l'outil en main. Ça, c'est encore mieux. Si on arrive à mettre ce qu'on a fait entre les mains des parties prenantes et qu'ils puissent jouer avec... Ouais, et quand je dis partie prenante, je dis au sens large. Si en sprint review, vous pouvez avoir des utilisateurs, c'est encore mieux. Ah oui. Qui puissent
prendre en main directement et faire des vrais feedbacks. Bon, c'est plus difficile à organiser dans les grandes entreprises, mais déjà de les faire manipuler, de leur mettre le jouet dans les mains et voir un peu comment ils réagissent par rapport à ce qu'on a essayé de faire comme incrément, je trouve ça génial. Exactement. Mais déjà, remettre du gain. Pourquoi on a fait ça? Tu vois, ça va commencer à remettre un petit peu de sens et ça va permettre de se dire, on va pas essayer de combler l'espace, on va pas essayer de combler les silences en essayant de présenter des lignes de code et des trucs comme ça. Déjà, des fois, tu sais, les premiers sprints, on travaille pas mal sur l'architecture. On crée quand même des petites fonctionnalités histoire de montrer que ça avance, histoire d'avoir des feedbacks. Mais au début, on va quand même expliquer. Vous voyez, on va pas parler trop technique, mais on a déjà mis ça en place, le serveur, la pipeline. T'as les stakeholders qui vont te regarder comme ça. T'expliques pourquoi. Pour la suite, nous, ça va nous faire gagner du temps en tant qu'équipe technique. Ça va permettre justement peut-être de pousser la qualité, puisque les pipelines, à un moment, elles vont peut-être s'interrompre et dire attention, tes couvertures de code, tes machins. Par la suite, ça va vous assurer justement des incréments de qualité. Ça va assurer qu'on livre peut-être plus rapidement, peut-être mieux, plus souvent. On va peut-être mettre plus souvent des incréments en production. Donc, vous voyez ce qu'on vient de faire. Voici le gain. Et t'es pas obligé de démontrer quoi que ce soit. Tu vois, pas besoin de montrer des lignes de code. Au moins, ils comprennent tout de suite. Ils vont non, c'est bon, nous montrez pas, mais on a compris. Merci d'avoir expliqué avec des mots simples. C'est tout ce que tu vois sur la sprint review pour améliorer. T'as d'autres idées? Ouais, j'en ai encore une autre pour les développeurs. Ils peuvent aussi, tu vois, parler de ce qu'ils ont appris pendant le sprint. C'est aussi important, les apprentissages. Génial. De dire, pendant ce sprint-là, on a appris on a fait des hypothèses, on a appris. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Ce qui fait que peut-être que l'incrément est un petit peu plus léger que ce à quoi on s'attendait. Peut-être que l'objectif, on l'a atteint, mais peut-être avec un peu moins de fonctionnalités, ou peut-être que l'incrément est un petit peu plus simplifié. Mais voilà, il y a des choses qui n'ont pas marché. On a fait telle et telle chose. On a aussi sollicité telle ou telle partie prenante, tel ou tel manager pour nous aider. C'est aussi intéressant et profites-en. Il y a des stakeholders en face. Stakeholders, c'est aussi sponsors, c'est aussi managers, c'est pas que des utilisateurs et des experts. Exact. C'est d'ailleurs, on a essayé de tacler un obstacle pendant le sprint, un obstacle organisationnel. On a escaladé, le Scrum Master nous a aidés. Vous êtes devant nous, on voulait vous demander peut-être un coup de main pour débloquer tel problème qu'on a, j'en sais rien, avec telle autre équipe par rapport à un processus. On en profite aussi. Génial. Tout à l'heure, on faisait là, on était très focus sur la revue de sprint qui est, je te partage, un de mes deux premiers préférés. Mes deux préférés, c'est celui-là. Enfin, mes deux que je juge le plus important, c'est celui-là et la rétrospective. Parce que souvent, la rétrospective, elle est un petit peu bâclée, voire abandonnée. Et donc ça, c'est encore un autre problème. Le tapis qu'on soulève. Voilà, c'est le ça, tapis exactement. qu'on referme. Et puis du coup, on revient sur l'effet qui se coule qu'on perd. Tout début de l'enregistrement, on parlait de tous les symptômes qui font que Scrum, ça peut être très difficile dans certaines organisations et ça peut avoir une image très négative. Toi, quand tu arrives quelque part et que tu vois ces symptômes-là, c'est quoi la première étape, le premier élément qui peut déjà créer un petit succès qui te permet de dire ok, voyez, on peut déjà améliorer un peu ce point-là, essayons d'aller plus loin. Tu commences par quoi? Est-ce que tu as des habitudes? Est-ce que Ouais, j'ai quelques habitudes. La première, c'est déjà j'essaie de redonner du sens aux événements. Et rien que donner du sens aux événements, bizarrement, en fait, tu pars de la fin pour que ça fasse le cheminement inverse. Je vais pas partir tout de suite à dire ouais, faut mettre un objectif de sprint et tout. Je vais déclencher une rétrospective. Tu vois, tu parlais un peu de la rétro. Pour moi, c'est aussi important. Il y a des rétros qui foirent et des devs qui en peuvent plus parce que ils ont toujours le même format de rétro. On garde, on change, on commence. Ils en peuvent plus. Ouais. Il y a des Scrum Masters, ils connaissent 2 formats claqués dans leur vie. Ils font que ça en boucle. Je comprends les devs en face qui en ont marre. Il y a des rétros ultra profondes, ultra révélatrices et qui vont vraiment chercher loin les équipes. Par exemple, dans ce cas-là, je vais faire une rétrospective sur les 5 événements. Déjà, je vais commencer par un teaching, par un petit atelier. Je vais leur dire, voilà, les 5 événements de Scrum, le sprint planning, le daily Scrum, sprint review, sprint rétrospective. On a qui dedans? À quoi ça sert vraiment? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on est censé inspecter? Qu'est-ce qu'on est censé adapter? Etc., etc. Je leur distribue des cartes et ils vont devoir en équipe essayer de les remettre
tu vois, des cartes avec écrit sprint backlog, machin. Donc, souvent, ils se trompent. Je leur réexplique, je leur dis, tiens, bah non, cet événement, vous le saviez pas? La sprint review, c'est principalement pour adapter votre product backlog une fois qu'on a inspecté un incrément. Ah bon, le product backlog, on l'adapte à ce moment-là, mais le PO, il le fait pas entre la review et la rétro. Non, c'est pendant la review, on ouvre bref, il y a des discussions comme ça. Oui. Le daily scrum. Qu'est-ce que c'est que ça, inspecter la progression vers l'objectif de sprint? Le gars, il nous parle une langue qu'on connaît pas. Oui. Je leur explique. Ah, mais bon, quand on n'a pas d'objectif, c'est intéressant ce que vous dites, les gars. Ah ouais, d'accord. Peut-être qu'on peut commencer par là. Est-ce que vous comprenez un petit peu mieux maintenant le sens, à partir du sens des événements, qu'il manque des éléments justement dans nos pratiques qui permettent de... Ah ouais, mais un objectif de sprint, ça servira à quoi? Tu vois, c'est eux qui m'ouvrent la question. Et là, on peut commencer à avoir des discussions, des teaching moments, comme on appelle, voilà, où je leur explique, si on essayait pendant un sprint ou deux de se faire un objectif et de pas partir d'une liste d'items, mais de se dire le why, pourquoi on nous sollicite pendant ce sprint en tant qu'équipe, qu'est-ce qui est attendu justement par l'utilisateur. Le product backlog, vous allez le fermer au début du sprint planning, je veux pas le voir ouvert. On définit d'abord un objectif et après on va taper dedans. On fait un test. Ça marche très 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 souvent très bien. D'accord. Voilà. Même si on n'a pas Jean-Christophe dans l'équipe? Je sais pas. Je sais pas. Et il y a une autre rétro que j'aime faire aussi. Dans ta rétro, j'aime beaucoup, mais il y a quand même une difficulté. C'est, il faut savoir expliquer de manière claire les 5 événements. Exactement. Et savoir expliquer à l'équipe, enseigner, etc. On n'est pas tous un Scrum trainer dans son équipe. Est-ce que je t'ai coupé, donc peut-être c'est ce que tu allais dire sur l'autre. J'allais te parler de notre rétro, mais on peut le faire après. Et donc du coup, ce que je me demande, c'est si on n'a pas quelqu'un qui a ton niveau de technique Scrum, au sens où tu sais bien vulgariser, expliquer les choses, expliquer le pourquoi, du comment, etc. Est-ce que déjà tu vois un petit élément que l'équipe pourrait essayer de mettre en place pour essayer de faire en sorte que les choses aillent déjà vers le mieux? Tu pourras mettre plein d'éléments. Après, honnêtement, il y a des équipes qui n'ont même pas le principe d'autogestion en place. Il y a des équipes qui ne sont pas pluridisciplinaires. Il y a tellement de problématiques. Oui. Pour moi, c'est important de comprendre les liens de cause à effet. Ouais. En fait, tu arrives, tu vois des symptômes. Il faut qu'à partir d'un symptôme, tu arrives à remonter dans ta tête le pourquoi tu en es arrivé à ce symptôme. Et il faut faire des connexions. C'est pour ça que j'expliquais, le Scrum Guide, si tu le lis simplement, rapidement, tu vas pas forcément comprendre. Il faut te le faire expliquer, il faut te faire former, mentorer ou quoi. Faut passer 2-3 heures peut-être avec une personne qui comprend vraiment pour que toi, dans ta tête, tu fasses ces connexions. Parce que, je veux dire, juste un truc à mettre en place, il n'y a pas de silver bullet, comme on dit. Si je te dis, hey, Julien, faut mettre ça en place, ça va résoudre 100% des problèmes des équipes. Les symptômes sont tellement différents. Et oui. Je peux très bien te dire, mets un objectif de sprint en place, easy. Non mais là, oui, d'accord, c'est sûr que c'est évident, mais si les équipes n'en comprennent pas le sens, oui. Si déjà on n'a pas été un petit peu craqué quelques petites choses autour pour que fasse cette démarche d'accepter de mettre en place un objectif de sprint et qu'après ça fonctionne pendant le sprint, il n'y a pas vraiment de silver bullet. C'est vraiment au cas par cas, en comprenant les liens de cause à effet de pourquoi on en est arrivé là. C'est la même chose quand on essaye d'analyser la tête technique d'une application sur ses problèmes d'architecture, etc. C'est ça, exactement. C'est de temps en temps un petit audit rapide par un expert. Oui. Peut aider à mettre le doigt sur les quelques éléments qui sont vraiment un petit peu en dehors des clous. Et après, peut-être accompagner ou pas l'équipe. Je veux dire, l'équipe peut déjà, avec ces éléments, mettre en place un plan d'action pour essayer d'améliorer certains points les uns après les autres. Pas essayer d'améliorer tous les points d'un coup. Non. Ça marche jamais. Mais au moins, à partir d'un audit, avec un petit plan d'action, pas à pas, à partir de votre contexte, de vos symptômes, je vous conseille déjà en temps 1 d'essayer ça, puis en temps 2 ça. Parce que tu vois, je pourrais te répondre aussi. Mais faites des sprint review avec un incrément done. Faites des rétros avec différents formats. Ouais, mais bon, si c'est une équipe qui a des difficultés à se remettre en question, ou une équipe, tu leur fais faire une rétro et qui ne voit pas où est le problème, parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement pertinent derrière, tu vas tourner en rond. Tu vois,
Donc effectivement, ouais, ça peut être un déclencheur, ce que tu dis. Il peut y avoir des choses un peu évidentes. Par exemple, essayer de pas charger les sprints à 120%. Et charger, voilà, c'est ça, de charger maximum 80%, parce que forcément, il y a fort des surprises, des choses qui vont pas bien se passer, des choses à adapter. Même ça, c'est un anti-pattern. Pour moi, déjà, si tu pars d'un objectif de sprint, tu ne vas prendre que des items qui répondent à l'objectif de sprint. Si l'objectif est atteignable à mi-sprint, 3, 4, 5 items. Je reprenais l'exemple de l'organisation qui coche tous les trucs qui vont pas, quoi. Ouais, bien sûr. Commencer par l'objectif de sprint, pour moi, c'est un chemin, on attaque par le face nord, en fait. Ouais, c'est ça. Peut-être déjà dire au début, j'essaye de pas forcément faire une démo en revue de sprint, mais d'essayer de montrer plutôt des résultats et d'échanger sur les résultats, d'essayer de pas charger les sprints à 120% quand je démarre en sprint planning, tu vois, des trucs comme ça qui vont donner peut-être un peu d'air, un peu des éléments positifs qui vont permettre à l'équipe peut-être d'aller plus loin derrière. Et peut-être même, tu vois, pour leur éviter de gaspiller du temps et de l'énergie, partir que sur 3-4 items dans le sprint backlog. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui pensent que le sprint backlog, une fois que tu lances ton sprint, il ne bouge plus. Non, c'est de l'agilité. L'objectif de sprint ne bouge plus. Par contre, le périmètre, donc les items qui vont être dedans, ça va bouger au quotidien. Il y a des items qui vont rentrer dedans. L'équipe, elle va apprendre des choses. Elle va dire, tiens, pour atteindre l'objectif, on a certainement oublié un truc. Créons-le. On le crée aujourd'hui, on le rentre dans le sprint. Donc, partons avec le minimum syndical. 3-4 items pour démarrer, pour que l'équipe commence à bosser ensemble, faire du pairing, des choses comme ça. Et puis après, ils rentreront des choses en cours de route, qui ont rapport avec l'objectif de sprint, ou si c'est atteint, qui n'ont plus rapport avec l'objectif, mais bref. Est-ce qu'on peut parler un peu vélocité et estimation? Des sujets qui peuvent fâcher, peut-être. Je referme la porte. Pourquoi ça tourne tout le temps un peu en outil de ficage et que ça améliore pas, ça aide pas à améliorer les apprentissages et les expérimentations, etc. Ouais, on en parlait un petit peu tout à l'heure. C'était le fait d'avoir justement un certain esprit, une certaine culture dans pas mal d'organisations, de se dire les gens on les paye, il faut qu'ils soient occupés. Il faut qu'on les occupe. Donc c'est important pour nous de voir à quelle vitesse ils vont travailler. Est-ce qu'ils vont de plus en plus vite? S'ils vont pas assez vite, on va rajouter du monde. Non, pitié, faites pas ça. Là, tu tombes vraiment dans les anti-patterns de dingue. Ouais. Plutôt, laisser de l'espace aux gens. Laisser de l'espace aux gens, ça passe aussi par des pratiques de gestion du flow. Je sais pas si tu veux qu'on commence à s'engouffrer un petit peu dans la brèche, mais juste déjà de se dire, limitons notre whip. Arrêtons de lancer 50 items à la fois. On en lance beaucoup moins à la fois. Les gens vont un petit peu plus travailler ensemble. Ils vont faire attention au flux. Ils vont le gérer activement. Ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments qui traînent trop longtemps dans le système. Donc, il y a un moment, au lieu de coder, il faut peut-être s'occuper un petit peu des code reviews. Il faut peut-être s'occuper des tests, puisque ce qu'on veut, c'est créer du done tous les jours. C'est important, ça, créer du done à fréquence régulière. Donc, juste déjà une notion de gestion du flow. Ça va redonner un grand souffle d'air aux équipes. Ça, je le fais, par exemple, avec mes équipes. Je le fais aussi avec les équipes que je forme. Je le fais aussi avec mes coachés, mes mentorés. J'aime beaucoup donner cette formation sur le flow. Et puis, voilà, moi, ce que j'aime, c'est me servir de ces pratiques complémentaires dans Scrum pour redonner un nouveau souffle, tu vois. Et puis, former aussi les managers qui comprennent qu'effectivement, on vise pas du 100% occupation, on va plutôt viser d'avoir un flux de travail stable, d'un flux de travail régulier, qui d'une part n'épuise pas les gens, qui d'autre part, en plus bizarrement, va permettre de livrer plus vite des tickets, parce qu'on va moins s'éparpiller. Tu le sais, t'en es convaincu. Voilà. La force du focus. Exactement, la force du focus. Et puis le fait aussi de limiter, c'est qu'on va travailler beaucoup plus en équipe. On va avoir plus d'interactions en équipe, plus de belles discussions en daily scrum. Et puis on va jouer sur l'intelligence collective. On va jouer sur l'intelligence collective, exactement. Ça, tout ça, c'est, tu vois, c'est marqué aussi dans le Scrum Guide, le rythme soutenable, mais on te donne pas une recette magique. C'est une pratique complémentaire, la gestion du flux. Gestion active du flux, on va aller chercher ça chez Kanban. C'est une pratique complémentaire que j'incite beaucoup d'équipes à l'utiliser. Au lieu d'aller chercher des vélocités, des estimations, machin, on va plutôt se baser sur un vrai historique
Un historique de cycle time, un historique de débit, un historique... Bref, par exemple, pour créer notre SLE, notre Service Level Expectation, 85% de chances que l'équipe termine ses items en 5 jours ou moins, basé sur un vrai historique. Donc là, tu peux dimensionner tes items en refinement ou en sprint planning, et ce que mes tickets tiennent en 5 jours au moins. On les redécoupe pas. Ça fait des belles discussions, ça évite les trucs 1 point, 8 points, 5 points qui veulent tout et rien dire. 23 points. C'est des estimations relatives. Ah, c'est 3 points. C'est 3 points. Et puis, c'est souvent faux. Bah non. On va se baser sur notre historique et on va essayer de reproduire notre historique en stabilisant notre flux et en le gérant activement. Donc ça, voilà, c'est des belles pratiques complémentaires qu'on peut utiliser. Au début, je le faisais dans des équipes qui étaient un petit peu matures. Maintenant, j'ai tendance à le faire au début pour leur donner les bons réflexes. Dès que je lance des équipes, on discute un petit peu Scrum, mais je leur donne déjà ces réflexes-là dès le début. On entend beaucoup Scrum tue notre productivité. Les développeurs qui en ont marre de participer, alors voilà, on peut en parler, qui en ont marre de participer aux événements Scrum. Mais même il y a cette croyance que on est moins productif quand on met en place Scrum et qui fait qu'il y a un pan d'industrie qui dit non, nous on veut aller plus vite, donc on fait pas de Scrum. Tu réponds quoi à ça? Je pourrais répondre plusieurs choses. Déjà, faut pas oublier que ça reste un cadre léger qui est censé être aidant pour une certaine situation, pour développer des produits de valeur dans des environnements complexes. Si clairement vous ne développez pas des produits de valeur dans des environnements complexes, il n'y a peut-être pas besoin d'utiliser Scrum. Après, la plupart des équipes qui disent ça, finalement, utilisent d'autres approches empiriques. Donc, finalement, Scrum ferait très bien l'affaire. Ouais. Il y a aussi des équipes qui décident d'abandonner Scrum pour les mauvaises raisons, qui disent de toute façon, il n'y a pas besoin des événements, il n'y a pas besoin d'objectifs, on va aller en Kanban. Ça me fait rire. Ou alors on va faire du Scrumban. Ça me fait encore plus rire. On va faire du Scrum où on enlève les sprints et on enlève les objectifs. Ok, en fait là vous êtes juste devenu une feature factory. Tout simplement. Vous êtes juste déjà vous étiez en train de dépiler des items. Et là, juste, on a arrêté toute forme de garde-fou. Vous êtes juste en train de dépiler des items sans fin, maintenant. Et c'est juste utiliser les mauvais outils pour les mauvaises raisons, sans même avoir compris le sens de ces outils-là. Et ça, malheureusement, on le voit de plus en plus. Parce que Scrum est censé, pas foutre le bordel, mais révéler des problèmes pour les régler, tu vois, pour se dire, ok, peut-être que si vous fonctionnez en mode roue de hamster feature factory, c'est que vous avez tout défini dès le début, vous n'êtes pas prêt à remettre les choses en question, à inspecter, à adapter, vous n'êtes pas prêt à aller voir des utilisateurs, à leur demander leur avis et tout. Vous n'êtes pas prêt à ça. Donc, n'utilisez pas Scrum. Utilisez du beau waterfall. Ça sert à rien d'essayer de faire du Scrum en enlevant les sprints et les objectifs de sprint parce que ce n'est plus du Scrum. Donc, venez pas incriminer Scrum que ça ne fonctionne pas. Quant aux événements qui prennent du temps, soi-disant, si les équipes n'ont pas compris le sens des événements, c'est sûr que 15 minutes par jour, c'est du temps gaspillé. Du reporting, c'est du temps gaspillé, je vous le dis. Faire une rétro où c'est toujours les 3 mêmes trucs, où à la fin, ça finit en action, on fait un repas d'équipe, on a perdu 2 heures pour rien. La review où on arrive et finalement il y a un parterre de managers et le pire c'est le PO qui se met en face, tu sais, qui est même pas avec les devs, genre le gars il fait pas partie de l'équipe. C'est bon, bah tu sais, genre en mode au fond du canapé, montrez-nous ce que vous avez fait, ça j'accepte pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non mais what? C'est pas du tout ça. Je comprends, là on est vraiment dans le jugement, dans le ce que vous avez fait c'est nul et tout, mais je comprends qu'il y ait des équipes qui pètent un câble et qui trouvent que les événements servent à rien. Un événement a un objectif très précis à atteindre, quelque chose à inspecter, quelque chose à adapter. Et il faut pas oublier qu'on a une time box. Vous avez atteint l'objectif avant la time box, l'événement s'arrête, point. Il y a des équipes qui en peuvent plus des événements parce que l'événement commence en retard, finit en retard. Moi, il y a une règle d'or que je mets dans mes équipes, ça commence à l'heure, ça finit à l'heure, ou avant l'heure, si l'objectif est atteint. C'est ça, la tant pis pour les retardataires. On a le droit de finir avant. C'est ça que de temps en temps, on avait prévu 2 heures si... Sauf pour un sprint. Oui. Un sprint et une time box, on va jusqu'au bout. Mais si tu avais prévu 2 heures et que en 1 heure et demie, l'objectif t'as réglé... est atteint, bah super. Terminé. Bah voilà, ton daily Scrum,
En 5 minutes, on a discuté de l'avancement de l'objectif de sprint. On s'est fait un plan pour la journée. On sait qui va travailler avec qui sur quoi pour avancer vers l'objectif de sprint. Si c'est torché en 5 minutes, c'est torché en 5 minutes. Et il y en a qui se regardent dans le blanc des yeux, qui continuent à parler et qui sont obligés de combler le silence en se disant si j'ai pas parlé, c'est qu'on va croire que j'ai rien fait. Mais en Daily Scrum, tout le monde n'est pas obligé de parler. On va justement parler de l'avancement vers l'objectif, on va parler du travail. Si vous avez travaillé à 3 sur un item, il y en a un seul qui peut parler, vous n'êtes pas obligé de parler à 3. C'est pas parce que vous ne parlez pas que vous n'êtes pas occupé. Donc après, je comprends les gens, tu sais, qu'on les boules quand ils arrivent dans les événements, pitié, on n'en veut plus des événements, on perd du temps et en plus on est jugé. Non, remettez du sens. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent que les choses vont plutôt dans le bon sens? Au contraire, tu vois, je veux dire, on a parlé beaucoup des choses qui sont peut-être mal compris ou mal mis en place ou etc. Est-ce que de temps en temps tu vois toi des signaux qui montrent que les choses vont dans le bon sens et c'est intéressant de savoir que si vous faites ça, c'est plutôt positif, renforcer cette pratique ou vous êtes plutôt dans le sens de l'histoire, voilà. Ouais, déjà la première chose, je te dirais quand les développeurs prennent beaucoup plus d'initiatives, quand ils commencent à s'exprimer en sprint planning, dans les refinements, quand ils disent des choses, quand ils s'expriment, quand ils font preuve d'initiative. Ça, tu te dis, tu as peut-être commencé à débloquer quelque chose. Tu as peut-être commencé à débloquer... presque plus un signal faible, parce que les développeurs, pour qu'ils commencent à s'exprimer et à dire les choses, parce que c'est quand même une population plutôt introvertie, vers nature. Donc, voire à prendre du lead. Dans les événements. Ça, quand tu as des développeurs qui prennent le lead sur des événements... il y a tellement d'exemples à donner. Là, tu sais que tu as fait un pas vers l'avant, tu sais que tu as réussi à créer de l'autogestion, tu sais que tu as commencé à créer de l'intelligence collective, de l'engagement, de la motivation. Et ça arrive, c'est génial. La motivation intrinsèque, quand tu arrives à la déclencher. Quand les développeurs se lèvent le matin et qu'ils trouvent un sens, je vais pas dire à leur vie, ça sera un petit peu de provoque. Les gars, vous trouvez un sens dans ce que vous faites, dans pourquoi vous vous levez le matin pour venir bosser. Vous savez que vous allez travailler pour quelque chose de plus grand que vous, une vision pour un objectif, pour résoudre des difficultés qu'ont les clients. Ça, c'est juste incroyable. C'est le sens de notre métier quand même. Exactement. Naturellement. Je veux dire, là, t'es en train de définir pourquoi les informaticiens aiment l'informatique. Donc, exact. Donc, si on retombe sur ça, donc on retombe de pourquoi ils sont tombés dans ce métier-là, en fait. Ouais. Mais après, tu sais, il y en a qui aiment parce qu'ils font que de la tech et il y en a qui s'épanouissent le matin en se disant, je vais travailler tout seul sur mon ticket. Et moi, ça me va très bien. Je vais m'amuser comme ça puisque je suis un techos. Mais ce que tu vas chercher, ça va être plus une motivation profonde, plus intrinsèque avec du sens. Donc pour ça, tes développeurs, il va falloir que tu les sollicites beaucoup plus dans les phases de discovery, dans la création de la vision, dans la création de la stratégie produit. Donc il va falloir que le PO implique davantage les développeurs, tu vois, pour qu'eux-mêmes puissent se dire, le produit, on y a participé. On a rencontré des utilisateurs, on sait pourquoi ils en sont là, et c'est quoi les besoins, puisqu'on les a rencontrés, on les a écoutés, on sait pourquoi on travaille et on se lève le matin. Déjà, ça va dans le sens de l'histoire, tu dis que déjà l'équipe a progressé. Après, si l'équipe te livre, créer au moins un incrément chaque sprint, là aussi, tu as fait un pas vers l'avant. Ça prouve la maturité de ton équipe. Ça veut dire qu'elle est capable maintenant de créer des incréments done. Donc, de pouvoir amener les items jusqu'au bout, de respecter une definition of done, de travailler en équipe, de répondre à un objectif de sprint. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent avec des incréments done, surtout au début quand les équipes sont peu matures, tu vois. C'est hyper révélateur. C'est aussi révélateur des imputabilités. Le Scrum Master, il est aussi imputable de faire en sorte que son équipe soit capable de créer cet incrément de valeur utilisable. Il va y avoir des problèmes à tacler, il va y avoir des pratiques à enseigner, il va y avoir de la théorie, il va falloir pousser l'équipe et tout. Ouf, tu vois, quand la mécanique est huilée, l'équipe arrive à créer un incrément chaque sprint qui a de la valeur et qui est capable de pouvoir répondre à des besoins utilisateurs forts ou des pain points. Et si tu avais un message à faire passer aux décideurs IT sur Scrum et le fait que peut-être qu'ils sont... Soit ils se posent la question ils aimeraient bien changer et abandonner parce que justement il y a des remontées de terrain négatives, ou au contraire ils disent est-ce que j'ai besoin de Scrum sur mon projet, etc. Tu passerais quel message, toi? Je reprendrai le message que tu as donné tout à l'heure, que j'aimais beaucoup, c'est faites-vous accompagner par un regard extérieur. Peut-être que les gens que vous avez dans l'équipe sont parfois biaisés, travaillent pour vous déjà peut-être de longue date et ont peut-être mis en place aussi
des petites adaptations par rapport à votre organisation qui font que Scrum ne fonctionne peut-être pas forcément, ou alors vous voulez franchir le pas en disant tiens, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Un regard extérieur, un audit, franchement. La force du tiers indépendant. Ouais, exactement. Quelqu'un d'assez capé qui est capable de dire ok, moi je vois tous ces symptômes. Je suis capable, dans ma tête, de dérouler la pelote et de me dire ça vient de là, de là, de là. Je vais observer les équipes, les événements et je suis capable de vous dire attention, si vous voulez vraiment que ça fonctionne, il va falloir mettre ça en place, avoir le courage de mettre ça en place, etc., etc. Ou alors quelqu'un qui est capable, en toute neutralité, de dire c'est pour vous, ce n'est pas pour vous. Oui. Vous voulez faire ce type de choses, dans votre contexte, appliquer Scrum, c'est peut-être pas pertinent. Par contre, on peut utiliser peut-être des pratiques dites agiles, de travail qui vont peut-être permettre justement de soulager les équipes, pousser la motivation, peut-être accompagner les ressources humaines dans vos recrutements agiles. Par exemple, on peut mettre des choses comme ça en place. Sur une échelle de 1 à 10, si selon ton expérience à toi, si tu devais qualifier le niveau d'industrie à justement tenir des engagements de délai, des engagements de budget, des engagements à livrer du résultat et de la valeur, de l'impact, tu mettrais quelle note à la et pourquoi? Je veux pas être très méchant, mais je mettrais peut-être 3. 3? Ah oui, ouais. Oui. Ça... Je pense que, et encore, je suis encore assez sympa. Je pense que c'est pas encore assez rentré dans les mœurs, l'approche orientée impact. Il y a encore beaucoup de coachs, de Scrum Masters qui débarquent, se mettent au chaud dans une mission et se disent moi, j'ai une obligation de moyens. Ok. Et pas d'obligation de résultat. Je suis là, obligation de moyens, machin. Pourquoi est-ce que des managers, des collaborateurs auraient des objectifs annuels, individuels, collectifs, peu importe, et que de leur côté, les Scrum Masters, les coachs n'auraient pas non plus des objectifs en termes de résultats? Exactement. Tu vois, effectivement, il y a de l'humain derrière. Après, si tu prouves qu'effectivement, tu as vraiment mis les moyens nécessaires, que tu as essayé de faire progresser les choses, que tu t'es associé à des parties prenantes, des managers, on a craqué des obstacles organisationnels qui n'ont pas le résultat escompté, ok, il y a des moyens, c'est génial. Par contre, essayez toujours de réfléchir à l'impact que vous pouvez avoir. C'est important. Et puis, soyez orienté à outcome, pas à output. Pas vous dire, on va augmenter la vélocité de l'équipe de 20 points à 50 points. Aucun intérêt. L'équipe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste augmenter ses estimations. Tu arrives à 50 points, tu as ta prime. Génial. L'équipe, elle travaille pas mieux que ça. Mais je sais pas, ça peut être par exemple faire en sorte que 50% des features en plus soient réellement utilisés par les utilisateurs. Tu vois, ça peut être un objectif pour le PO. Donc, il va être obligé à un moment de se dire, bon, on va arrêter d'embarquer n'importe quoi. Il va peut-être falloir réfléchir un petit peu plus, mettre en place plus d'hypothèses. Et tu vois, ça va éclaircir des risques. Cheminer différemment. Et au lieu de se dire, on va produire de la quantité pour montrer qu'on est occupé, on va peut-être en produire moins, mais mieux. Et avoir un vrai impact derrière. Ok. Comment tu fais ta veille? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est vrai? Ouais, principalement sur LinkedIn. Aussi, l'avantage d'être PST, Scrum.org, Professional Scrum Trainer. On est dans une communauté, Scrum.org. On a chaque année des face-to-face. On a des articles de blog, des choses comme ça. Donc, on est aussi pas mal au courant de ce qui se fait sur le marché. Des Agile Tours aussi. Bon, alors après, je plaide coupable. Généralement, quand je vais dans un Agile Tour, c'est pas pour aller voir des conférences, c'est plutôt pour en donner. Donc là, par contre, la veille, c'est 0. Après, les conférences, et j'ai eu des discussions dans les derniers Agile Tours, les derniers Agile en scène, et je suis pas le seul à partager ça. C'est qu'à un moment, quand tu deviens un peu senior, t'as tendance à être de plus en plus demandeur, voire peut-être, excuse-moi du mot, peut-être un peu déçu de certaines conférences qui sont pas du niveau qu'on l'espère, tu vois. Des fois, il y a des titres hyper accrocheurs, tu y vas, tu fais, en fait, j'ai rien appris. Mais t'as peut-être, des décideurs, des gens qui auront appris des tas de choses. Et toi, tu y vas, j'ai rien appris. J'ai encore rien appris. Tu vas de moins en moins, en fait. Plus on avance, moins il y a vraiment d'innovation dans notre métier. Mais en même temps, plus ça va, plus les fondamentaux se perdent. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en parle, de revenir vraiment aux fondamentaux. Parce que plus ça va, plus ça se perd. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Génial. Ça va
beaucoup servir. Même moi, tu vois, j'ai écrit un bouquin sur comment l'IA peut aider les PO, les PM dans leur quotidien à gérer un produit. Tu vois, ça leur fait gagner un temps incroyable. Mais de l'autre côté, si on n'est pas capable de remettre des fondamentaux en place, d'être orienté valeur et tout ce que tu veux, tout ce dont on a parlé, tout ça, ça sert à rien. C'est de la poudre aux yeux. Ok. C'est quoi la dernière série ou le dernier film que tu as vu? On est en train de regarder El Refugio Atomico. J'essaie de le dire du mieux possible en espagnol. Ah, la nouvelle série du gars qui a fait La Casa de Papel. Ouais, basé sur Casa de Papel. Au début, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc bidon? Ok, ça raconte des gens ultra riches qui descendent tu sais, dans un bunker, c'est la fin du monde, tu vois des images. Et en fait, tu te rends compte que, sans spoiler, que c'est un énorme coup monté à la Casa de Papel, avec des fausses images, un faux scénario et tout. Et là, en fait, tu commences à te prendre au truc, tu te dis, ah ouais, c'est incroyable la façon dont... Et t'es accroché? Ouais. Ok, cool. Je suis en cours, c'est pas terminé, mais... Est-ce que t'as des recommandations à faire? Tu peux recommander un film ou une série si t'as envie, mais je sais pas, un podcast que t'adores, une chaîne YouTube que t'adores, en plus d'en Parents Prod, bien sûr. Évidemment. Alors attends, parce que là, je veux pas me griller, mais en ce moment, je suis sur des chaînes YouTube. C'est la honte, hein. On coupera s'il faut couper. Mais je sais pas, pour ceux qui me suivent, qui ont peut-être vu, je m'intéresse déjà de plus en plus, moi, à la santé, au sport, tu vois, au bien-être, mieux manger, tout et tout. Okay. J'ai déjà perdu 22 kilos à aujourd'hui. Je me suis vraiment remis intensément, voilà, dans des meilleures pratiques. C'est nécessaire quand même dans notre métier. Donc, en ce moment, exactement, je me sens beaucoup mieux dans ma tête. Je me sens avec tellement plus d'énergie déjà au quotidien pour accompagner mes équipes, pour accompagner les personnes qui m'entourent, mes proches et tout. Donc là, pour l'instant, je suis souvent dans des chaînes de voilà, comment manger mieux, les recettes healthy du matin, les trucs comme ça, comment pas se cramer quand tu fais du crossfit, apprendre des nouveaux mouvements. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un peu délaissé le côté veille agile, mais je suis plutôt dans ces trucs de bien-être. J'ai acheté un bouquin la semaine dernière, Mieux dormir, ça s'apprend. Ok, il est bien? J'ai fait le premier chapitre, c'est très très bien. Alors, c'est des trucs auxquels moi j'étais un petit peu réfractaire de se dire attends, le gars il parle d'hypnose et tout. Et en fait, il s'est enregistré, donc il y a une espèce de podcast en ligne. Donc tu sais, tu lis le bouquin et t'as des podcasts à écouter en même temps. D'accord. Tu sais, voilà, tu fous ça sur les oreilles, tu commences à t'allonger et vraiment bizarrement, enfin. Ça fonctionne, et le gars, ok, il enfonce quelques portes ouvertes, tu te dis, ok, pas d'écran le soir, mais en fait, il y a tellement d'autres trucs qui sont sous-cotés, dont on n'entend pas parler sur les chaînes YouTube, sur les articles. Comme quoi? T'as un exemple? Je viens de finir le premier chapitre. Ah oui, ouais, voilà. Mais j'avais commencé à feuilleter un peu chez Nature et Découverte, j'avais vu quelques petites choses. T'as bien teasé, en tout cas. Mais je me dis, voilà, ça m'a suffisamment teasé pour lire la suite, attiser ma curiosité. Et le sommeil, c'est juste fondamental. C'est fondamental. L'énergie au quotidien pour les équipes. Mieux manger, parce que quand on dort mal, on a des fringales. Quand on dort mal, on est moins énergique pour faire du sport. Quand on dort mal, enfin... ça déclenche des maladies. Bref, le sommeil, c'est la clé de tout. Et je me suis dit, tiens, je vais m'y intéresser. Si on veut te suivre ou te contacter? Alors, principalement sur LinkedIn. Je suis quelqu'un d'assez actif sur LinkedIn. Je pense beaucoup. J'adore. D'ailleurs, je like quasiment tous tes posts. Je les trouve très, très bien. À chaque fois, non, je vais pas liker tous ces posts, mais à chaque fois, je fais, putain, il est excellent. Tac. Ils sont mérités, en tout cas, c'est les pouces que je te mets. J'essaye, tu vois, de vulgariser au maximum les concepts que, moi, j'ai déjà intégrés. Et en gros, franchement, c'est pas que de la théorie. Mais c'est super dur de vulgariser. Et c'est là où je suis assez admiratif, parce que je trouve que de temps en temps, tu expliques des choses qui étaient que j'étais en maîtrise, mais j'arrivais pas à l'exprimer aussi clairement.
Et c'est génial parce que du coup, c'est des images que je peux réutiliser. C'est une façon de présenter la chose que je peux réutiliser par la suite. J'adore en fait. Franchement, tu es très très bon en vulgarisation. Et honnêtement, comme c'est dur de vulgariser, je suis assez admiratif sur ce point. Hein. Et tu vois, après, il y a des schémas derrière, la pratique, des choses que j'essaye encore moi aujourd'hui dans des équipes. Et je partage mes retours d'expérience, des ateliers, des choses comme ça. Bref, je suis principalement sur LinkedIn, c'est mon canal principal. Voilà. Génial. Merci pour cet échange, c'est super sympa. J'espère que ça t'a plu. Extrêmement, j'adore parler de ce sujet. Merci pour cette opportunité, Julien. C'est ton sujet préféré. Ah bah, c'est un des sujets que j'adore aussi. Voilà. Génial. Donc vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Hein. Il faut liker, il faut partager, il faut se connecter à Jean-Christophe et lui faire un feedback aussi, cet échange. N'hésitez pas à lui poser des questions. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Jean-Christophe ou Exabrica est là. Hein. Tout à fait. La force du tir indépendant, hein, franchement, c'est quelque chose qui fait la différence. Abonnez-vous à la newsletter, bien sûr. Et puis, continuez à suivre On part en prod. Et puis, à très vite pour un autre épisode. Allez, bye bye. Encore merci. Merci, Julien. Dans cet épisode, Jean-Christophe nous a révélé pourquoi 9 équipes sur 10 échouent avec Scrum. Elles ont transformé un framework d'expérimentation en machine à dépiler des tickets, sans objectif de sprint clair ni incrément utilisable. Si vous reconnaissez ces symptômes dans votre organisation, développeurs démotivés, sprints qui n'aboutissent à rien de concret, sentiment de tourner en rond, nous pouvons vous aider à retrouver l'essence de l'agilité et créer enfin de la valeur. Chez Exabrica, nous proposons un audit complet de vos pratiques agiles pour identifier précisément les blocages et construire avec vous un plan d'amélioration concret et mesurable. Notre approche vous permet de renforcer l'efficacité, la cohérence et la méthode de delivery de valeur de vos équipes. Prenez rendez-vous maintenant pour démarrer votre audit et obtenir des recommandations actionnables rapidement. Pour réserver votre créneau, cliquez sur le premier lien en description. Si vous voulez en savoir plus sur l'évolution du rôle de manager dans un environnement agile, je vous conseille l'épisode Manager Agile, l'avenir du Scrum Master avec Jean-Pierre Lambert. Et n'oubliez pas, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui suivent On part en prod et ceux qui...